J'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors reprenons, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025, enfin presque, parce qu'hier le 18 restera dans les annales. Pas en lettres d'or, non plutôt en traits d'encre noire, tant cette journée aura marqué les esprits. Alger, notre capitale, s'est transformée en forteresse, chaque ruelle bouclée, chaque sortie verrouillée, chaque souffle de liberté sous surveillance. L'armée, la gendarmerie, les services secrets, tous mobilisés, comme pour une guerre invisible. Leur mission, retrouver le général Nassar Djoun, ancien chef tout-puissant de la DGSI, ce maître des ombres qui, dans la nuit du 17 au 18 septembre, a réussi l'impensable, s'évader de sa résidence surveillée. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors reprenons, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025, enfin presque, parce qu'hier le 18 restera dans les annales. Pas en lettres d'or, non plutôt en traits d'encre noire, tant cette journée aura marqué les esprits. Alger, notre capitale, s'est transformée en forteresse, chaque ruelle bouclée, chaque sortie verrouillée, chaque souffle de liberté sous surveillance. L'armée, la gendarmerie, les services secrets, tous mobilisés, comme pour une guerre invisible. Leur mission, retrouver le général Nassar Djoun, ancien chef tout-puissant de la DGSI, ce maître des ombres qui, dans la nuit du 17 au 18 septembre, a réussi l'impensable, s'évader de sa résidence surveillée. Et ce matin-là, un calme trompeur s'est installé. On disait que le dispositif avait été allégé, mais c'est une illusion, les barrages tenaient toujours, les uniformes rôdaient encore. Moins d'embouteillages, certes, moins de klaxons, mais seulement parce qu'on est vendredi jour de repos. Pas de bureau, pas de circulation, mais la tension, elle restait intacte, suspendue dans l'air lourd d'une capitale qui n'ose plus respirer. Les habitants d'Alger n'oublieront pas de sitôt la journée d'hier. Des heures entières coincées dans des bouchons monstrueux, 2, 3, parfois 5 heures d'attente, pendant que la ville se transformait en un immense poste de contrôle. Les bus étaient stoppés, fouillés de fond en comble, les chiens renifleurs passaient à l'action et, comble de l'étrangeté des civils armés, sans uniforme, formaient des brigades de sécurité improvisées. Dans les rues, sur les autoroutes, partout, gendarmes, policiers, agents du renseignement militaire et même les hommes de la sécurité présidentielle occupaient chaque carrefour, chaque rond-point. Alger ressemblait moins à une capitale qu'à une zone de guerre sous haute tension. Aujourd'hui, paraît-il, le dispositif aurait été allégé. Mais sur le terrain, la pression reste palpable. Et malgré tout cela, la traque continue. Les autorités en sont convaincues, le général Nassar n'a pas quitté Alger. Alors la question brûle toutes les lèvres, où est-il ? Personne n'en a la moindre idée. Pour espérer une réponse, il faudrait sans doute appartenir à la CIA, au FSB ou au MI5 et encore. Même eux auraient du mal à percer ce mystère. Vous allez vite comprendre pourquoi. En vérité, la grande question n'est plus de savoir où se cache Nassar. Ce mystère-là, presque secondaire désormais, a été éclipsé par un sujet bien plus brûlant, la réaction fébrile, presque théâtrale du pouvoir algérien. Ce ne sont plus les pas du général en cavale qui intriguent, mais bien les gestes nerveux de ceux qui prétendent le traquer, à commencer par Abdelmadjid et Saïd Chadi, dont l'attitude en dit long sur l'état de panique à la tête du régime. Car soyons clairs, pour attraper un seul homme, fût-il un ancien chef redouté des services secrets, fallait-il vraiment mobiliser la moitié du pays, des armées entières de policiers gendarmes, agents spéciaux paramilitaires, déployés à travers la capitale comme s'ils s'apprêtaient à repousser une invasion. Certes, on n'a pas sorti les chars ni fait rugir les avions de chasse, mais la scène tenait du spectacle des dizaines de brigades, la DCSA, la DGSI, la DGSN et même la DGSPP, la garde rapprochée de la présidence, tous sur le pont pour un seul fugitif. Une démonstration de force digne d'un film, sauf qu'ici ce n'était pas du cinéma. Ce qui saute aux yeux, c'est cette étrange manie qu'ont eue les autorités de fortifier en urgence. Non pas les lieux susceptibles d'abriter un fugitif, mais carrément les bastions du pouvoir. Le palais présidentiel d'El Mouradia blindé. La résidence d'État à Hydra où loge le président sécurisé comme en temps de guerre. On aurait dit qu'ils attendaient un assaut. Et là, forcément, on se pose la question: quel est le lien entre la cavale de Nassar Djoun et ce déploiement militaire autour des plus hauts symboles du régime? Est-ce que quelqu'un croit sérieusement qu'un homme en fuite irait se planquer sous les fenêtres de la présidence? Il ne faut pas être un expert du renseignement pour flairer l'absurde.
Soyons lucides. Quand un ex-patron des services secrets se fait la malle, ce n'est sûrement pas pour aller planter sa tente devant El Mouradia. Pourtant, l'affolement généralisé qu'on a vu hier laisse penser qu'il y a bien plus que la disparition d'un homme derrière tout ça. Parce que soyons honnêtes, si cette panique n'était due qu'à une simple évasion, alors quelque chose cloche. Grave. Alors soyons clairs, dès le départ, on ne va pas vous vendre des certitudes. Ce qui suit, ce sont des scénarios, des pistes, des hypothèses, pas des faits établis. On va donc séparer les choses proprement en deux tableaux. D'un côté, les informations que l'on peut dire crédibles mais encore floues, issues de sources qui demandent à être croisées, et de l'autre, celui qu'on va explorer tout de suite, les données formellement vérifiées. Et ce qu'on peut affirmer sans trembler, c'est ceci: Nassar s'est bel et bien évadé. Il a quitté de manière illégale sa résidence surveillée située au cœur d'Alger. Maintenant, venons-en à ce que tout le monde se demande: comment a-t-il réussi son coup et à quel moment s'en est-on rendu compte? C'est la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, qui était censée le garder à l'œil et pas n'importe comment. Son rôle, l'empêcher coûte que coûte de bouger jusqu'à son passage programmé devant la justice militaire à Blida, où l'attendait inculpation et très probablement la prison, comme tant d'autres généraux déchus. Des agents étaient postés jour et nuit autour de sa maison. Une surveillance constante rigoureuse, du moins sur le papier, et pourtant, malgré cette garde prétendument serrée, le général s'est volatilisé, littéralement. C'est seulement dans la matinée, un peu avant 10 heures, que les gardes affectés à la surveillance de Nassar ont commencé à se poser des questions. Plus de bruit, plus de mouvement, plus de Nassar. Ils se rendent compte qu'il n'est plus là. Aux alentours de midi, l'info commence à fuiter: l'homme fort a disparu. À 13 heures, plus de doute, il ne s'agit plus d'un simple retard ou d'un malentendu. Le général est officiellement en cavale. D'après les premiers recoupements fiables, semble-t-il, le départ se serait fait entre 2h30 et 3h du matin, à ce moment charnière où la nuit se meurt et l'aube commence à poindre. Et c'est là que tout prend sens. À 8h, personne ne s'inquiète trop, peut-être qu'il dort. À 9h, bon, on commence à froncer les sourcils. Mais 10h, là, le silence devient pesant. On vérifie, on tourne en rond, on se regarde dans les yeux et à 11h, le verdict tombe, il s'est évaporé. La conclusion est simple et glaçante: quand un homme censé être assigné à résidence ne répond plus qu'il n'est ni dans sa chambre, ni dans la maison, ni dans le jardin, c'est qu'il s'est enfui. Point. Nar, c'est pas n'importe qui, c'est un vieux briscard de la sécurité algérienne, un vétéran passé par les plus hauts cercles du pouvoir. Ancien cadre de la DGS, il a aussi dirigé Kassan H à une époque où du moins occupé un poste si stratégique qu'il en influençait chaque décision. Ce n'est pas juste un ex-patron, c'est un homme clé du dispositif, une figure de l'ombre formée au sein des unités d'élite, avec un pied dans chaque service sensible. Militaire de carrière, il a perfectionné l'art de manier les armes, que ce soit pour des missions d'infiltration ou des opérations d'exfiltration du combat à main nue, jusqu'à l'usage d'armements lourds. Sa spécialité: gérer des crises sécuritaires dans des milieux urbains tendus ou des zones périurbaines en pleine ébullition. Et ce n'est pas un théoricien de bureau. Lui, il connaît le terrain, la poussière, les montagnes, les embuscades. Il a été dans l'action sur des fronts aux géographies multiples, et c'est pour ça qu'à Sarajoun, il a tout prévu. Il sait exactement comment ça va se passer, les barrages, les patrouilles, les checkpoints, le schéma de traque. Il anticipe leurs moindres mouvements parce qu'il les a lui-même dirigés, ces dispositifs de chasse à l'homme. En gros, il sait qu'il a 6 à 7 heures d'avance. C'est un stratège du réel, un homme qui compte les minutes comme on planifie une opération chirurgicale. Et là, c'est presque un scénario écrit d'avance. Imaginez un instant que ce soit Nassar lui-même, toujours aux manettes, qui reçoive l'ordre de capturer un fugitif. Il aurait su au millimètre près comment le localiser, quels axes verrouiller, quels réflexes déclencher chez les forces de sécurité. Résultat, il a joué la partie à l'envers. Il a deviné chaque mouvement des autorités avant même qu'il ne bouge le petit doigt. Mais pour quitter Alger, pas juste pour se cacher dans une cave à 2 rues, il fallait plus qu'un bon plan. Il lui fallait des relais, des soutiens, des complices. Parce qu'on ne quitte pas la capitale sous très haute surveillance en claquant des doigts. Il fallait un réseau. Et devinez quoi, Nassar est tout sauf un naïf.
Et justement, ça nous amène au deuxième tableau, celui des informations non vérifiées encore en suspens. Des données brutes pas encore croisées venues de deux camps bien distincts. D'un côté, des proches anciens collègues amis, fidèles, collaborateurs discrets, contacts de confiance, tous ceux qui l'ont côtoyé hier ou aujourd'hui. Des gens qui, pour certains, connaissent mieux son mode opératoire que lui-même. Et de l'autre, on en parlera juste après. Qu'on parle d'histoire récente ou d'archives plus poussiéreuses, une chose revient toujours, ce sont des sources issues des cercles sécuritaires eux-mêmes qui confirment leur implication dans la traque de Nassar. Et selon ceux qui l'ont bien connu, pas de simples bavards mais des gens du sérail, l'homme aurait pris le large, direction l'Espagne ou peut-être ailleurs en Europe. Et franchement, ça tient la route. Nassar n'est pas du genre à tenter de se volatiliser à 2 rues de là. Il connaît trop bien les recoins de l'appareil sécuritaire algérien pour jouer au chat et à la souris chez lui. On ne se cache pas dans un labyrinthe qu'on a soi-même contribué à cartographier. Il aurait pu imiter TBA se planquer dans un recoin paumé comme Ouedsouf ou filer juste derrière la frontière tunisienne. Mais ça, c'est peine perdue, car sans quitter l'Afrique du Nord, il se condamne à être repéré tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, la toile sécuritaire est tissée serrée, redoutablement efficace. Chaque mètre carré est surveillé par un patchwork d'agences renseignements militaires, gendarmerie, DGSI, DCSA, RG. Une vraie symphonie de contrôle. Se cacher sur le territoire national, c'est comme essayer de disparaître dans une pièce éclairée par 1000 projecteurs. Mission impossible. Alors soyons logiques, 2 secondes, un homme qui réussit à se faire la belle depuis une résidence ultra surveillée, ce n'est sûrement pas pour aller jouer à cache-cache dans les ruelles d'Alger. Non, ce genre de profil, ça vise plus loin, littéralement. Il vise l'étranger. Mais là où ça devient croustillant, c'est que le plan d'action mis en place par le régime va complètement à contresens de cet objectif. Le but? Mettre la main sur Nassar Djoun. Et quelle a été la réponse? Bloquer chaque recoin d'Alger, quadriller la capitale, comme si le fugitif allait camper sur la place centrale. En gros, ils ont tout misé sur l'hypothèse qu'il était encore là planqué dans un coin sombre, alors qu'en réalité, le bonhomme pensait sans doute déjà à traverser la Méditerranée, direction l'Espagne, par la mer, comme les Aragas. Et j'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors reprenons, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025, enfin presque, parce qu'hier le 18 restera dans les annales. Pas en lettres d'or, non plutôt en traits d'encre noire, tant cette journée aura marqué les esprits. Alger, notre capitale, s'est transformée en forteresse, chaque ruelle bouclée, chaque sortie verrouillée, chaque souffle de liberté sous surveillance. L'armée, la gendarmerie, les services secrets, tous mobilisés, comme pour une guerre invisible. Leur mission, retrouver le général Nassar Djoun, ancien chef tout-puissant de la DGSI, ce maître des ombres qui, dans la nuit du 17 au 18 septembre, a réussi l'impensable, s'évader de sa résidence surveillée. Et ce matin-là, un calme trompeur s'est installé. On disait que le dispositif avait été allégé, mais c'est une illusion, les barrages tenaient toujours, les uniformes rôdaient encore. Moins d'embouteillages, certes, moins de klaxons, mais seulement parce qu'on est vendredi jour de repos. Pas de bureau, pas de circulation, mais la tension, elle restait intacte, suspendue dans l'air lourd d'une capitale qui n'ose plus respirer. Les habitants d'Alger n'oublieront pas de sitôt la journée d'hier. Des heures entières coincées dans des bouchons monstrueux, 2, 3, parfois 5 heures d'attente, pendant que la ville se transformait en un immense poste de contrôle. Les bus étaient stoppés, fouillés de fond en comble. Les chiens renifleurs passaient à l'action et comble de l'étrangeté des civils armés, sans uniforme, formaient des brigades de sécurité improvisées. Dans les rues, sur les autoroutes, partout, gendarmes, policiers, agents du renseignement militaire et même les hommes de la sécurité présidentielle occupaient chaque carrefour, chaque rond-point. Alger ressemblait moins à une capitale qu'à une zone de guerre sous haute tension. Aujourd'hui, paraît-il, le dispositif aurait été allégé. Mais sur le terrain, la pression reste palpable. Et malgré tout cela, la traque continue. Les autorités en sont convaincues, le général Nassar n'a pas quitté Alger. Alors la question brûle toutes les lèvres, où est-il? Personne n'en a la moindre idée. Pour espérer une réponse, il faudrait sans doute appartenir à la CIA, au FSB ou au MI5 et encore.
Même eux auraient du mal à percer ce mystère. Vous allez vite comprendre pourquoi. En vérité, la grande question n'est plus de savoir où se cache Nassar. Ce mystère-là, presque secondaire désormais, a été éclipsé par un sujet bien plus brûlant, la réaction fébrile, presque théâtrale du pouvoir algérien. Ce ne sont plus les pas du général en cavale qui intriguent, mais bien les gestes nerveux de ceux qui prétendent le traquer, à commencer par Abdelmadjid et Saïd Chadi, dont l'attitude en dit long sur l'état de panique à la tête du régime. Car soyons clairs, pour attraper un seul homme, fût-il un ancien chef redouté des services secrets, fallait-il vraiment mobiliser la moitié du pays, des armées entières de policiers gendarmes, agents spéciaux paramilitaires, déployés à travers la capitale comme s'ils s'apprêtaient à repousser une invasion. Certes, on n'a pas sorti les chars ni fait rugir les avions de chasse, mais la scène tenait du spectacle des dizaines de brigades, la DCSA, la DGSI, la DGSN et même la DGSPP, la garde rapprochée de la présidence, tous sur le pont pour un seul fugitif. Une démonstration de force digne d'un film, sauf qu'ici ce n'était pas du cinéma. Ce qui saute aux yeux, c'est cette étrange manie qu'ont eue les autorités de fortifier en urgence. Non pas les lieux susceptibles d'abriter un fugitif, mais carrément les bastions du pouvoir. Le palais présidentiel d'El Mouradia blindé. La résidence d'État à Hydra où loge le président sécurisé comme en temps de guerre. On aurait dit qu'ils attendaient un assaut. Et là, forcément, on se pose la question: quel est le lien entre la cavale de Nassar Djoun et ce déploiement militaire autour des plus hauts symboles du régime? Est-ce que quelqu'un croit sérieusement qu'un homme en fuite irait se planquer sous les fenêtres de la présidence? Il ne faut pas être un expert du renseignement pour flairer l'absurde. Soyons lucides. Quand un ex-patron des services secrets se fait la malle, ce n'est sûrement pas pour aller planter sa tente devant El Mouradia. Pourtant, l'affolement généralisé qu'on a vu hier laisse penser qu'il y a bien plus que la disparition d'un homme derrière tout ça. Parce que soyons honnêtes, si cette panique n'était due qu'à une simple évasion, alors quelque chose cloche. Grave. Alors soyons clairs, dès le départ, on ne va pas vous vendre des certitudes. Ce qui suit, ce sont des scénarios, des pistes, des hypothèses, pas des faits établis. On va donc séparer les choses proprement en deux tableaux. D'un côté, les informations que l'on peut dire crédibles mais encore floues, issues de sources qui demandent à être croisées, et de l'autre, celui qu'on va explorer tout de suite, les données formellement vérifiées. Et ce qu'on peut affirmer sans trembler, c'est ceci: Nassar s'est bel et bien évadé. Il a quitté de manière illégale sa résidence surveillée située au cœur d'Alger. Maintenant, venons-en à ce que tout le monde se demande: comment a-t-il réussi son coup et à quel moment s'en est-on rendu compte? C'est la direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, qui était censée le garder à l'œil et pas n'importe comment. Son rôle, l'empêcher coûte que coûte de bouger jusqu'à son passage programmé devant la justice militaire à Blida, où l'attendait inculpation et très probablement la prison, comme tant d'autres généraux déchus. Des agents étaient postés jour et nuit autour de sa maison. Une surveillance constante rigoureuse, du moins sur le papier, et pourtant, malgré cette garde prétendument serrée, le général s'est volatilisé, littéralement. C'est seulement dans la matinée, un peu avant 10 heures, que les gardes affectés à la surveillance de Nassar ont commencé à se poser des questions. Plus de bruit, plus de mouvement, plus de Nassar. Ils se rendent compte qu'il n'est plus là. Aux alentours de midi, l'info commence à fuiter: l'homme fort a disparu. À 13 heures, plus de doute, il ne s'agit plus d'un simple retard ou d'un malentendu. Le général est officiellement en cavale. D'après les premiers recoupements fiables, semble-t-il, le départ se serait fait entre 2h30 et 3h du matin, à ce moment charnière où la nuit se meurt et l'aube commence à poindre. Et c'est là que tout prend sens. À 8h, personne ne s'inquiète trop, peut-être qu'il dort. À 9h, bon, on commence à froncer les sourcils. Mais 10h, là, le silence devient pesant. On vérifie, on tourne en rond, on se regarde dans les yeux et à 11h, le verdict tombe, il s'est évaporé. La conclusion est simple et glaçante: quand un homme censé être assigné à résidence ne répond plus qu'il n'est ni dans sa chambre, ni dans la maison, ni dans le jardin, c'est qu'il s'est enfui. Point. Nar, c'est pas n'importe qui, c'est un vieux briscard de la sécurité algérienne, un vétéran passé par les plus hauts cercles du pouvoir. Ancien cadre de la DGS, il a aussi dirigé Kassan H,
à une époque ou du moins occuper un poste si stratégique qu'il en influençait chaque décision. Ce n'est pas juste un ex-patron, c'est un homme clé du dispositif, une figure de l'ombre formée au sein des unités d'élite, avec un pied dans chaque service sensible. Militaire de carrière, il a perfectionné l'art de manier les armes, que ce soit pour des missions d'infiltration ou des opérations d'exfiltration du combat à main nue, jusqu'à l'usage d'armements lourds. Sa spécialité, gérer des crises sécuritaires dans des milieux urbains tendus ou des zones périurbaines en pleine ébullition. Et ce n'est pas un théoricien de bureau. Lui, il connaît le terrain, la poussière, les montagnes, les embuscades. Il a été dans l'action sur des fronts aux géographies multiples et c'est pour ça qu'à Sarajevo, il a tout prévu. Il sait exactement comment ça va se passer, les barrages, les patrouilles, les checkpoints, le schéma de traque. Il anticipe leurs moindres mouvements parce qu'il les a lui-même dirigés